forcément, j'ai été amené un peu plus loin que je voulais. Et au début, je pensais faire un petit bouquin de 120 pages, et puis voilà, quoi. Et au bout d'un moment, donc l'ambition que j'ai eue, c'est vraiment d'arriver à faire une narration des événements, d'essayer de comprendre en mettant l'accent sur les événements clés, laisser de côté tout ce qui est obscur, bon, j'espère être parvenu à faire quelque chose qui se lit bien, qui permet de bien comprendre les étapes, les acteurs clés, et puis le lien entre Kennedy, parce que finalement, je pense que pour vraiment comprendre comment on est arrivé au 11 septembre, il faut remonter à Kennedy, qui est quand même un tournant clé de toute cette histoire. Qu'est-ce que l'état profond? Alors, donc, ce qu'on appelle l'état profond, terme forgé, je crois, par Peter Dale Scott, qui est un politologue canadien-américain, je crois, en tout cas vulgarisé par lui. C'est une expression qui désigne quoi? Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut considérer que ça désigne des forces obscures du point de vue du grand public, hein, qui en réalité contrôlent l'État officiel, hein, les élus, les présidents, les députés, etc. On a l'État officiel qui est une institution. Voilà. Puis on a derrière ou en dessous, hein, en profondeur, d'autres acteurs qui sont donc liés évidemment au monde économique, surtout aux États-Unis où la politique euh, se joue à coups de millions ou de milliards de dollars. Hein. Donc voilà, on peut voir ça comme... et ça, c'est pas difficile à comprendre quand on parle des États-Unis. Aujourd'hui, bon, c'est assez banal de considérer que les politiciens américains sont achetés avant même d'être élus et même avant même d'être éligibles, puisque n'importe quelle campagne électorale coûte des milliards. Donc l'État profond a une dimension est lié au monde financier, de la haute finance, mais il est aussi lié à d'autres, il est aussi lié au monde de l'intelligence, c'est-à-dire du renseignement, hein, intelligence au sens américain du renseignement. Campagne électorale. En 1947, on a Harry Truman, qui est président, qui vient de balancer 2 bombes atomiques sur le Japon en 1945. Et donc, qui vient de créer, on peut dire que la guerre froide, hein, il y a plusieurs manières de voir le début de la guerre froide, mais moi je pense que le début de la guerre froide, tout simplement, c'est Hiroshima, parce que c'est une manière de créer un nouvel ordre mondial fondé sur la terreur nucléaire. Et donc, forcément, la guerre froide donc, a déclenché le besoin de créer cet État sécuritaire qui est une structure dédiée à gagner la guerre froide. Hein. Alors, c'est quoi? Alors, Truman crée en 1947, donc avec ce National Security Act, il crée un certain nombre de choses. Il crée le Conseil de sécurité nationale. Plus tard, qui aura un conseiller, qui aura un chef, le conseiller de sécurité nationale, hein, qui est une personne donc, qui devient de plus en plus importante dans la politique étrangère, qui n'est pas un élu, mais qui est donc un personnage clé de l'État profond, qui est un peu entre les deux. Et il crée la CIA aussi. Hein. Donc la CIA, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'État profond, du moins plus maintenant, je pense, mais dans ces années-là, pendant longtemps, ça reste la pièce maîtresse de l'État profond. Quand on étudie l'histoire de la CIA, surtout à ses débuts, elle est dédiée au néocolonialisme américain. Elle est dédiée alors, à la guerre froide d'une part, mais aussi, puisqu'elle intervient en Amérique latine, elle fait plein de choses, elle déstabilise des tas de gouvernements. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard.
Ça n'a pas été un coup d'État parfaitement organisé. C'était plutôt quelque chose d'assez fou. Et vous savez qui était derrière tout ça? British Petroleum, BP. Le Premier ministre anglais est venu voir Eisenhower et lui a dit « Nous risquons de perdre les puits de pétrole iraniens, et nous en avons besoin, comme vous avez besoin de ceux de l'Arabie Saoudite. » Et les Américains y sont allés. On ne pouvait pas laisser tomber l'Iran, mais d'un autre côté, on n'allait pas refaire une deuxième guerre de Corée en Iran. L'opération clandestine était la solution la moins coûteuse. Et comme la CIA était inactive et qu'Alan Dulles venait de prendre ses fonctions avec pour mission d'agir, il l'a fait. Et d'après lui, le moyen le moins onéreux de montrer que nous étions une grande puissance, c'était de renverser des gouvernements, mais en confiant ce travail à la CIA. Ça a été un si grand succès qu'ils se sont dit « Pour le Guatemala et les autres pays, on n'a qu'à faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. » Et la question de savoir si c'était moral ou immoral, elle est dédiée à maintenir une sorte d'hégémonie économique et militaire des États-Unis. Vous dites dans votre livre que la CIA est en partie indépendante vis-à-vis du président. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, ça c'est en vertu d'un principe qu'on appelle plausible deniability, le déni plausible, qui est inscrit dans ce National Security Act de 1947, et donc dans les statuts de la CIA, qui dit que pour des raisons pour protéger le président, la CIA doit organiser toutes ces opérations secrètes. En gros, on peut dire sans en informer le président. Ou en tout cas, en faisant en sorte que le président puisse toujours dire qu'il n'était pas au courant. Donc, entre le fait de permettre au président de dire « j'étais pas au courant » et de ne pas le mettre au courant, effectivement, la tentation, donc très souvent, le président, effectivement, devient hors jeu de ce jeu-là. Après, ça va dépendre quel président. Il y a des présidents qui ont un peu plus, qui ont un pied dans la CIA, justement. Il y en a d'autres qui sont complètement en dehors. Ouais, ça, c'est un aspect important, effectivement, qui explique que cet État profond devient autonome, notamment la CIA, hein, puisque dans les années 70, on a découvert des tas de choses. On a découvert qu'elle s'occupait de faire assassiner des tas de dirigeants, de déstabiliser des tas de gouvernements élus pour implanter des dictateurs de Washington, etc. Donc tout ça, ça a été un peu révélé par des commissions d'enquête dans les années 70. Et c'était une surprise énorme pour les Américains, parce que c'est totalement illégal, totalement... donc la CIA est effectivement devenue